Bienvenue au Syndicafé de la CGT Ferxup. Alexis, bienvenue. Tu es maître de conférence en philosophie morale et politique au département de philosophie de l'Université de Poitiers. Tu es membre du laboratoire Métaphysique allemande et philosophie pratique. Tu es membre de l'Institut universitaire de France. Tu es l'auteur de nombreux articles et ouvrages scientifiques, dont notamment le livre « Le travail démocratique ». Tu es co-auteur d'un numéro sur travail et écologie de la revue Les Mondes du Travail et de, je cite, « Découvrir le marxisme écologique ». Tu as contribué récemment au livre militant « Travail, climat, même combat ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Tu emploies le terme de philosophie sociale dans tes recherches. Peux-tu me dire ce qu'est pour toi cette philosophie sociale ? Donc c'est une forme de philosophie politique que je pratique un peu particulière. Et on peut dire qu'il y a deux caractéristiques qui sont vraiment liées avec ces questions de travail et d'écologie. La première, c'est que je parle vraiment d'enquête. Alors d'enquête en sciences sociales, assez classiquement, mais aussi d'enquête ouvrière, syndicale, sociale, militante. C'est vraiment le point de départ de tous mes écrits et puis de mes recherches en cours sur l'écologisation du travail, ce que les travailleurs, les travailleuses disent et aussi écrivent. J'étais dans le cadre d'une ANR avec des historiens, des politistes, d'autres philosophes sur les écrits de travailleurs. Qu'est-ce qu'ils écrivent sur les enjeux écologiques de leur travail ? C'est un premier point. La deuxième, qui est plus liée, la philosophie sociale, ça vient du marxisme, c'est la question de la centralité du travail. Centralité du travail, ça veut dire que pour n'importe quelle question, la question de la démocratie, la question de l'écologie qui sont au cœur de mes recherches, j'essaye de retrouver les activités productives et reproductives concrètes dont ça dépend. Si on veut poser la question, on va en discuter là aujourd'hui, de comment faire une bifurcation écologique, alors il faut revenir à le laboratoire, l'entre-secret de la production, comme dit Marx. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les usines, dans les champs, dans la boîte noire souvent du travail réel. Et donc il s'agit, avec la philosophie sociale, d'enquêter sur le travail en tant que les questions politiques en dépendent. J'ai l'habitude de dire parfois que c'est un peu du syndicalisme dans la théorie, en fait. Syndicalisme dans la théorie parce qu'on part vraiment de la parole des travailleurs, particulièrement des ouvriers, et on essaye d'en développer les conséquences, des revendications, des propositions aussi, et de faire un peu dans mon travail professionnel, théorique, ce qu'on fait dans ce que les syndicalistes font dans leurs activités militantes. Tu as donc travaillé sur le fait de libérer, de démocratiser le travail. Ça veut dire quoi ? Alors, souvent, c'est quelque chose de quoi j'en ai parlé souvent dans plusieurs cadres, universitaires, autres. On dit, qu'est-ce que toi, tu penses de la démocratisation du travail ? Ma méthode, c'est vraiment de partir de ce que les travailleurs et les travailleuses disent ou alors attendent de leur travail. Donc, en suivant un peu cette méthode que j'ai présentée, esquissée là un peu, dans un livre, Le travail démocratique, il y a quelque temps déjà, où j'ai vraiment traité cette question, je suis parti de la critique ordinaire du travail, la critique de tous les jours. Quand on dit que notre chef ou notre N+1 connaît rien à notre boulot, qu'on n'a pas le temps de bien faire son travail, que les prescriptions sont complètement à côté de la plaque, mais aussi que, c'est le cas par exemple dans mon métier à l'université, on est confronté à des vagues de réformes successives, d'évaluations individualisées qui font perdre souvent le sens du travail. Donc quand on critique tout ça, c'est au nom de quoi ? C'était vraiment ça la question. Et moi, ce que j'ai défendu à partir d'enquêtes, syndicales, ouvrières, sociologiques, c'est qu'il y a des attentes démocratiques très fortes des travailleurs et travailleuses dans plein de secteurs, mais qui ne se disent pas dans ce vocabulaire. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que quand on critique tout ça, en fait, on a une attente qui est d'attendre de délibérer, décider et participer à l'organisation de son travail. Et à partir de là, ce qui est vraiment le point de départ dans ce livre et dans cette enquête, j'essaye de montrer que plein de réformes récentes dans le cadre du néolibéralisme, on peut les décrire comme de la dédémocratisation du travail, empêchées vraiment par les normes de qualité totale, la standardisation du travail, l'évaluation individualisée, le démantèlement du droit du travail, empêcher les possibilités de démocratie réelle, d'activité démocratique au travail. Et c'est sur la base de ça qu'ensuite, je vais regarder, je vais aller vite là sur les théories, même sur les expérimentations. Donc à la fin du livre, je finis par vraiment aller regarder qu'est-ce qui se passe dans les coopératives, dans les expériences autogestionnaires ou même conseillistes du 20e ou 21e siècle. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a
tentatives et des inventions démocratiques très intéressantes et aussi des obstacles. Et c'est à partir de ces obstacles qu'il faudrait penser les transformations politiques, institutionnelles, qui permettraient justement aux travailleurs, travailleuses de faire de la démocratie, c'est-à-dire assez simplement délibérer, décider et organiser leur travail. Pour revenir un peu au deuxième aspect, selon toi, travail et écologie, est-ce que ça fait bon ménage ? Alors, je pense que là, il faut partir vraiment d'un constat, du constat scientifique. Ici, on veut dire, on est des travailleurs de la science, sciences naturelles, sciences sociales. Il faut partir de ça. Et ce que nous disent bien les enquêtes, les données scientifiques, c'est que le travail dans le régime capitaliste est un facteur majeur de destruction de la planète, de catastrophe écologique. Donc vraiment, le point de départ, ça doit être ça, un certain type de travail, extractiviste, productiviste, écocidaire, est vraiment une des causes, et en fait la cause majeure des catastrophes écologiques auxquelles il faut faire face. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et en même temps, le travail, une certaine forme de travail est éco-destructrice, comme je dis, et une autre est éco-régulatrice, peut contribuer justement à la santé environnementale, à la reproduction des écosystèmes et des cycles de la nature. Et donc, il faut justement, s'intéresser à ces formes de travail. Prendre l'exemple de l'agroécologie, par exemple, il y a besoin d'une transition de l'agriculture capitaliste, industrielle, avec engrais et pesticides que Marx critiquait déjà au XIXe siècle, vers l'agroécologie. Le problème, c'est que quand on va regarder vraiment ce qui se passe, c'est très compliqué. Les personnes qui font une transition vers l'agroécologie sont confrontées à des problèmes d'aléas climatiques, de manque de solidarité économique, de manque de formation, de manque de soutien politique aussi sur place. Et donc, il ne suffit pas de dire « on va créer des emplois verts et puis l'intendance suivra ». Ce qu'il faut faire, c'est donner des droits, des pouvoirs aux travailleurs et travailleuses pour pouvoir vraiment faire la décarbonation, la dépollution, l'écologisation de leur travail. Et c'est un argument qu'on entend souvent, moi je le résume comme ça, ce qu'il faut se dire aussi, et c'est pour ça que l'écologie du travail, comme j'essaie de la développer, est si importante, les travailleurs, travailleuses sont les premiers concernés, premières victimes des catastrophes écologiques, les sentinelles. C'est aussi les soignants, on peut dire, parce que les effets des catastrophes écologiques, en termes y compris de santé environnementale, de santé au travail, ce sont aussi des travailleurs et travailleuses qui se coltinent avec ça. Et c'est aussi les pompiers, parce que c'est eux et elles qui peuvent changer justement ce qui, dans le travail, conduit vers la destruction des écosystèmes pour le mettre au contraire au service du vivant, de la santé et de la réponse aux besoins fondamentaux. Et le syndicalisme dans tout ça, parce que le syndicalisme aussi est confronté aux changements environnementaux et à leur impact sur le travail. Comment le syndicalisme s'est-il emparé de ces questions et quand, selon toi ? Alors cette question de quand, elle est vraiment importante. Moi, tout mon propos de dire qu'il doit y avoir une fonction, une place centrale pour les travailleurs et travailleuses dans la bifurcation écologique, ça donne une responsabilité importante aux syndicats. La première objection qu'on dit, c'est ils ne sont pas écolos, les syndicats. Et justement, donc ça fait partie vraiment de mes objets centraux de travail et de recherche en ce moment. Il y a toute une histoire à se réapproprier parce que depuis le 19e siècle et au 20e siècle et aujourd'hui, il y a vraiment une écologie syndicale, une écologie qui est construite à partir des situations de travail, des conditions de travail. Il y a 3 moments. Tu me demandais un peu quand. Ouais. J'aime bien revenir vraiment au 19e siècle. Le début du syndicalisme et du mouvement ouvrier en France, c'est beaucoup dans les mines, dans les bassins houillers, miniers, pour se défendre et se protéger contre les accidents industriels, la pollution industrielle. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ces premières grèves dont est issu le mouvement ouvrier et syndical, d'une part, elles se font à partir d'une contestation de cette pollution qui se fait avec les habitants, avec les familles, avec les paysans souvent. Okay. Voilà. Et plus encore, c'est un peu anecdotique, mais je trouve que c'est important d'avoir ça en tête. Quand on fait grève et qu'on n'a pas de droit de grève et qu'on n'a pas non plus de revenus par ailleurs, qui nous donne à manger le midi et le soir d'ailleurs, quand on n'a pas de revenus et qu'on fait grève, c'est les paysans du coin, c'est la famille. Cet enjeu de l'alliance entre les habitants, les paysans, les ouvriers est vraiment central dès le début. Il y a plein d'histoires, mais il y a un tournant qui se passe dans les années 60-70. Okay. C'est aussi un moment où il y a toute une écologie politique, des luttes écologistes qui se développent.
Et là-dedans, contrairement à l'image selon laquelle les mouvements écolos, c'est pas du tout les travailleurs, il y a toute une écologie ouvrière et paysanne qui se développe. Il y a le Larzac, bien sûr, tout le monde a ça en tête, et au Larzac, il n'y a pas que des paysans qui viennent, il y a aussi des membres du mouvement ouvrier, c'est un endroit de socialisation et de rencontres importantes, mais il y a aussi des choses qui ont été un peu oubliées. Par exemple, la mobilisation très importante après l'explosion de la raffinerie du Faisin en 1966, qui va conduire à des avancées aussi institutionnelles importantes, et puis à une prise en charge de cette question des catastrophes industrielles, du rôle aussi des travailleurs pour les éviter. Absolument. Voilà. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a la Pénaroya, il y a aussi la mobilisation à Amisol, à Clermont-Ferrand contre l'amiante. Il y a aussi des mobilisations intéressantes des travailleurs du nucléaire, à Lagues, etc. Dans les années 60-70, souvent par l'entrée de la santé au travail, mais pas que. Il y a ça. Et dans les années 2010-2020, dans lesquelles on est, il y a un nouveau cycle, avec des luttes sur lesquelles, en partie, j'enquête maintenant. Il y a par exemple, c'est un peu connu dans certains milieux, et on en a un petit peu parlé au niveau médiatique, la lutte des ouvriers raffineurs de Total Grand Puy, confronté à un projet de greenwashing avec un plan social, c'est de licenciement de 700 personnes en 2020-2021, qui font une grève contre ça, mais aussi qui vont voir, à l'époque ça s'appelle plus jamais ça, les organisations de l'Alliance écologique et sociale, Greenpeace, Amis de la Terre, pour faire un contre-diagnostic en disant en fait votre plan de faire une plateforme zéro pétrole, c'est pas écolo. Et ils vont même plus loin en faisant une contre-proposition. Aujourd'hui, on a plein d'exemples comme ça d'alliances entre des syndicats, des organisations écologistes et des collectifs habitants qui font ces trois choses. D'abord un diagnostic de ce qui ne va pas, ensuite une mobilisation et des contre-propositions. C'est le cas aujourd'hui à Green Doc, à l'ONF, les travailleurs forestiers. Peut-être on va en reparler après. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe là ces toutes dernières années de très intéressant en France et ailleurs. Ok, justement, donc la prise en compte par les syndicalismes des questions environnementales n'est pas nouvelle, en particulier pour les questions de santé au travail, tu l'as dit. Mais les formes changent un petit peu ces derniers temps, tu as commencé à l'évoquer. À quel type de revendication, à quel type d'action tu penses et qu'est-ce que tu penses voir pour la suite ? Alors je commence, j'en ai dit un petit mot là sur les luttes en cours qui me paraissent intéressantes, que j'appelle des mobilisations, des démarches éco-syndicalistes. Peut-être on y reviendra un peu après sur ce mot. J'ai parlé de Grand Puy, parlons de Stop Green Doc, c'est vraiment en ce moment en région parisienne. Des militants écologistes des soulèvements de la terre et des militants CGT dans le domaine de la logistique d'Amazon se mobilisent ensemble avec d'autres contre un grand projet d'entrepôt logistique. Donc pour des data centers, la Seine-Saint-Denis va devenir vraiment un parc de data centers avec tous les problèmes écologiques énormes que ça pose. Et le projet Green Doc fait deux choses. D'une part, il le met juste en face de la seule zone Natura 2000 en ville de toute l'Europe. Donc là, il y a vraiment un truc. Et en même temps, ils font du greenwashing en disant c'est un projet hyper green, comme le nom l'indique, Green Doc, parce qu'on va mettre quelques péniches qui vont faire aussi du fret ferroviaire. Et ils construisent ensemble une mobilisation contre ça, mais aussi un contre-projet qui implique aussi un développement industriel et plus écologique pour du fret ferroviaire et du fret fluvial, et aussi toute une réflexion très intéressante avec des militants écologistes et syndicaux sur les conditions de travail, le droit au travail, la protection des travailleurs dans le domaine vraiment central du capitalisme aujourd'hui, de la logistique. Je pourrais raconter plein d'histoires comme ça. Il y a aussi les travailleurs forestiers de l'ONF, les Nupfen Solidaire, la CGT Forêt, qui font alliance avec le réseau Alternative Forestière, Canopée, des organisations écologistes, et qui sont aussi allés voir des chercheurs pour réfléchir à la qualité de leur travail et au sens écologique de leur travail. Et sont allés aussi, comme je le dis souvent, un des enjeux en fait dans ces histoires éco-syndicalistes et pour le syndicalisme, c'est de faire venir les habitants et les écologistes sur les lieux de travail.
faut les faire venir dans l'usine, il faut les faire venir là dans la forêt. Et donc, ils ont enquêté ensemble sur le sens de leur travail. Et aussi, c'est un des métiers aujourd'hui les plus dangereux en France en termes d'accidents liés à la mécanisation et à l'hyper-individualisation de ce métier, mais aussi en termes de souffrance au travail. Il y a beaucoup de souffrance au travail dans le travail forestier parce que l'État leur impose des cadences et aussi des objectifs de coupe de bois et d'extractivisme qui sont liés à leur éthique professionnelle. Et ils ont construit toute une mobilisation et jusqu'à un contre-projet qu'ils appellent la sylviculture douce. C'est vraiment hyper intéressant. En Italie, il y a aussi des ouvriers qui, c'est l'histoire de GKN, occupent leur usine depuis 2020 suite à un licenciement et ont travaillé avec des écolos à une reconversion écologique de leur usine pour faire des panneaux photovoltaïques et des vélos cargo. Il y a plein d'histoires comme ça. J'en viens un peu aux revendications. Justement, les revendications, d'une part, elles doivent partir de ces luttes pour les outiller, pour aussi aller plus loin. Mais c'est vraiment mon argument. Et on en vient vraiment à proprement parler là sur les débats dans les syndicats, dans le syndicalisme. En fait, particulièrement la CGT sur laquelle j'ai le plus travaillé, mais aussi d'autres, ont déjà beaucoup de revendications qui ont une portée écologiste très importante, mais qui ne sont pas défendues comme ça. Dans le livre là, auquel j'ai contribué, Travail, climat, même combat, on essaie vraiment de faire ça, de dire, regardez, sur la question de l'emploi, la CGT défend le nouveau statut du travail salarié. Et Solidaire aussi, ils appellent ça la sécurité sociale professionnelle. Bon. Et en fait, ça, c'est une mesure écolo centrale, absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir se former, pour pouvoir faire des reconversions écologiques, pour tenir face au chantage, l'emploi ou le climat, ou l'emploi ou la santé, avoir cette continuité de salaire, de droits, de formation, quel que soit le statut de l'emploi, c'est absolument fondamental. Or, cette revendication, elle n'est pas tellement portée aujourd'hui dans le débat public pour plein de raisons, mais elle n'est surtout pas portée comme une revendication écologiste et les mobilisations écologistes ne la reprennent pas non plus. Et pourtant, si on veut vraiment une bifurcation écologique du travail, il faudrait ça. Pareil, il y a toutes sortes de propositions sur le droit à la fraîcheur face à la chaleur, aux températures, sur l'intervention des salariés dans l'entreprise pour bloquer des projets écocidaires ou dangereux. Aussi, une autre revendication à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais qui, selon moi, devrait être défendue comme écologiste, c'est celle de la CGT, consistant à dire dans les boîtes de plus de 50 salariés, on revendique 50% OCA de salariés OCA. Mais ça, en fait, ça permettrait effectivement de bloquer des projets écocidaires, productivistes, extractivistes. Et effectivement, dans les exemples où il y a des rapports de force de ce type et où il y a une intervention possible des salariés, des travailleurs, travailleuses sur la stratégie, on voit que ça change la donne. On peut aller plus loin dans les revendications, ce qu'on fait aussi. Mais voilà, il y a tout un déjà là des revendications syndicales qui a une portée écologique majeure et qu'il faudrait pouvoir défendre avec des fronts syndicaux, écologistes, politiques comme tel. D'accord, donc je vois bien le lien que tu fais avec la première partie de notre café, où tu parles de libérer le travail, de démocratiser le travail, et la question écologique, elle revient à nouveau là. Ok, merci beaucoup. Mais concernant l'enseignement supérieur et la recherche, et donc concrètement, qu'est-ce qui devrait, comment ça nous impacte, nous, les changements environnementaux, et qu'est-ce que nous, on peut faire, quel est l'impact pour les personnels, qu'est-ce que nous, on peut faire, CGT FercSup, sur ces questions-là, selon toi? Alors, d'abord, il y a quelque chose, je pense qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a un débat dans la CGT et dans la CGT FercSup où les choses avancent beaucoup. Je vais commencer par la CGT et puis après la FercSup parce que c'est important. Il y a eu des grandes controverses, on en a parlé au dernier congrès de la CGT, etc. Mais il y a un certain nombre de luttes et aussi des avancées dans les revendications nouvelles pour le coup. J'ai insisté sur ce qui est déjà là. Il y a des choses nouvelles. Par exemple, on en entend peu parler, mais le 28 mai 2024, c'est un peu mes objets aussi. Voilà. Il y a eu des états généraux pour l'industrie et l'environnement de la CGT, avec 22 propositions extrêmement intéressantes. Et en fait, quand on regarde les propositions de la FercSup, c'est vraiment assez aligné avec ça, avec des propositions du type, justement, sécurité sociale professionnelle environnementale, nouveau droit d'intervention des salariés pour qu'ils soient acteurs de la transition écologique, socialiser l'énergie, investir dans la recherche, réorganiser les filières d'approvisionnement à l'international. Il y a 22 propositions assez ambitieuses
mais pas tellement, donc c'est pas, voilà, pas tellement porté en fait, pas tellement discuté. Bon, alors ça c'est le cadre de dire, voilà, il y a des choses qui bougent au niveau national et dans les fédérations. Alors, le document d'orientation qui est un peu le document de référence quoi, là-dessus, pour moi je le trouve très bien, voilà. Après la question c'est qu'est-ce qu'on en fait, mais il pose un certain nombre de priorités. On peut dire que les priorités c'est les suivantes quoi. La question des bâtiments, c'est vraiment extrêmement important. Les bâtiments publics, hier j'étais dans une réunion où j'intervenais dans pour la commission écologie de la CGT Paris, et quelqu'un racontait, donc moi je t'ai invité pour parler de mes livres, quelqu'un racontait de la BNF qu'il y a vraiment un enjeu de rénovation thermique, mais aussi énorme à la BNF, mais aussi de protection contre les chaleurs au-dessus de 30 degrés, c'est extrêmement dangereux et pénible, voilà, et donc pour les travailleurs qui y sont, et la direction n'avance pas. Bon, alors cette question, elle est centrale. Il y a la question des contenus pédagogiques et scientifiques. Absolument. Je vais y revenir un peu parce que moi, c'est ce qui me concerne le plus directement aussi, peut-être à partir d'exemples pour moi. Il y a la question de la formation continue, extrêmement importante, voilà, les droits de formation, mais aussi des contenus de formation vraiment orientés sur les questions écologiques. Et il y a la question aussi des partenariats avec des entreprises polluantes, extractivistes. Ça se pose surtout dans les écoles d'ingénieurs, à ma connaissance et autres, mais ça se pose aussi dans les universités, y compris dans la mienne, en fait. Je dirais, moi, que c'est vraiment, il y a deux entrées, quoi. La qualité de notre travail, on va aller aussi au sens du travail, et la santé. Alors maintenant, si ça te va, je me suis dit que peut-être ce serait bien de réfléchir un peu à partir de mon travail. C'est un peu la méthode quoi, que j'ai. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi un travail que tu connais. Il y a 4 choses là récemment dans ces dernières années où ça a été des occasions pour moi, ça aurait pu être des occasions de politiser les questions de travail et de poser la question écologique. D'abord, on s'en rappelle tous, le plan Covid. Les plans de sobriété énergétique, on a eu un plan de sobriété énergétique, on nous a dit pas de chauffage à partir du 10 décembre, sinon tout coupe. Exactement, voilà, sans aucune concertation. Et là, je suis vraiment dans mes sujets, pas d'écologisation du travail, sans démocratisation. Et c'était assez violent, en fait, pour les étudiants, pour nous. Voilà, on a besoin, et il y a des institutions collégiales démocratiques, mais qui sont complètement phagocytées par plein d'autres questions, l'évaluation, la bureaucratie néolibérale et tout, pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, et pas pour prendre le temps de discuter des vrais sujets les plus importants, et notamment celle-là, donc il y a besoin de regagner du temps. Et moi, personnellement, j'ai pas du tout réussi, en fait, avec mes collègues, avec les étudiants, à trouver du temps pour parler de ça. Juste, je te coupe 2 secondes. La question du temps, ça a été pour les enseignants-chercheurs en particulier, ça a été l'un des points de notre campagne au Conseil national des universités, le CNU. Gagner la bataille du temps pour retrouver du temps pour faire notre travail, justement. Exactement. Non, c'est très intéressant. Je pense qu'elle est centrale, cette question. Du temps pour faire quoi ? Pour faire tout ce qu'il faut pour l'éco-syndicalisme, justement. Enquêter, se former, discuter entre collègues, avec les autres travailleurs, discuter même, c'est ce que je défends, avec les usagers et les habitants. Tout ça demande beaucoup. Bien sûr. Une autre question, je pense, qui peut préoccuper pas mal de monde, et moi aussi, c'est l'intelligence artificielle, la numérisation, bien sûr. C'est évidemment une discussion centrale. Il y a un impact environnemental majeur. C'est quelque chose qui nous fait vraiment basculer dans ce que j'appelle, dans d'autres recherches, le capitalisme des catastrophes. On est là dans un moment où un certain nombre de choses risquent de faire basculer de catastrophes qui sont là depuis longtemps à des cataclysmes. Et là, un monde avec de l'IA partout, d'un point de vue écologique, avec des data centers partout en Seine-Saint-Denis et ailleurs, c'est vraiment catastrophique. Mais ça menace aussi la qualité de notre recherche, de nos enseignements. On en parle beaucoup dans mon département, avec les étudiants. Il y a un gros besoin de discussion, mais aussi de formation, d'expertise. Quelles sont les pratiques réelles des chercheurs, déjà là maintenant, des étudiants? Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue écologique d'utiliser l'IA, même un tout petit peu pour traduire quelque chose en anglais, pour aller plus vite? Voilà. Qu'est-ce que ça fait exactement? Tout ça est majeur, et aussi les risques de déqualification. Il y a des risques. Et enfin, dernière chose, c'est moi ce qui me touche le plus, c'est ce que j'essaye de faire aussi, y compris dans cette discussion en fait, c'est politiser notre travail et faire de la reconversion écologique de nos activités.
Moi, je viens plutôt de la philosophie sociale, donc sur le travail, etc. Les enjeux écologiques ont toujours été importants pour moi. Mais maintenant, eh bien, j'essaye vraiment de me dire mes enseignements, ma recherche, elle doit vraiment contribuer à ça directement. Et pour ça, pareil, la question du temps, elle est centrale. Mais il faut aussi pouvoir vraiment débattre. Et alors, il n'y a pas longtemps, j'ai été dans une discussion très intéressante avec des chercheurs et des membres de l'ESR organisés par l'Académie du climat, où il y a des petits ateliers en disant, en fait, quelles sont les avancées, les obstacles pour écologiser votre travail à vous, pas ceux des autres. Évidemment, selon qu'on était ingénieur en train de faire des ordinateurs quantiques ou alors, voilà, c'est pas les mêmes questions. Bah non. Mais on est quand même confronté un peu aux mêmes questions, qui sont des questions vraiment syndicales, quoi. Vraiment syndicales parce que c'est le temps, le sens du travail, le collectif, la discussion, les revendications qui peuvent permettre justement, individuellement et collectivement, de faire une reconversion écologique de nos métiers. Donc, presque pour conclure, tu appelles le TVE à un éco-syndicalisme. Tu en as parlé au début de notre entretien. C'est quoi ? Donc, ce concept que j'essaye de travailler, donc les philosophes spécialistes des concepts, donc voilà, j'essaye un peu de dire, ce concept-là, j'essaie de le mettre en avant, etc. C'est l'idée, non pas d'une convergence des luttes. Dans l'idée, souvent, on a, il y a les luttes écolo, il y a les luttes syndicales, il faut qu'elles se retrouvent. Non, c'est l'idée d'une co-construction des luttes, des revendications et des propositions à partir du lieu de travail. Donc, l'éco-syndicalisme, c'est l'enquête, l'alliance, la mobilisation, la proposition, l'initiative commune entre travailleurs syndicalistes, écologistes et habitants autour de questions de reconversion et réorientation de l'activité. Pour ça, il faut que les syndicalistes, les travailleurs acceptent de dire qu'il n'y a pas que eux qui doivent décider, parce qu'il y a la question des besoins. Et la question des besoins, elle vient d'une discussion avec les habitants. Et il faut réorienter vers des besoins qui soient inscrits dans les limites naturelles. C'est absolument nécessaire. C'est toute la question de la planification par les besoins. Mais il faut aussi, et je dirais surtout, que justement les syndicalistes et les travailleurs arrivent à faire venir, donc à intéresser à leur travail, à faire connaître leur travail. C'est toute la dimension culturelle aussi du syndicalisme. Faire connaître son travail, faire s'intéresser, faire venir dans l'usine, dans les forêts, dans les champs, pour ensemble, porter ensemble un même projet de travail qui permettent de faire de l'éco-régulation, d'atténuer les catastrophes, de répondre à des véritables besoins. Je voudrais finir sur les chercheurs, les enseignants. Vas-y. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on se considère, y compris de la science en fait. Il y a plein de choses qui se passent au GIEC, il y a des discussions importantes, il y a Scientifiques en rébellion, il y a des choses qui se passent un peu partout. Il y a des choses qui se passent aussi dans les syndicats, sur le sens même, la réflexion sur le sens même du travail de recherche. Il faut qu'on devienne des travailleurs, mais aussi des militants éco-syndicalistes dans notre activité aussi. Défendre une écologie du travail, c'est aussi ce qu'on peut faire syndicalement et professionnellement. Et porter aussi, ce sera peut-être mon dernier mot à conclusion là-dessus, il y a tout un débat sur la bifurcation écologique, il y a plein de propositions qui, moi, me paraissent très bureaucratiques, en fait, de planification. On va financer et recruter plein d'emplois verts. Mais si c'est déconnecté des réalités du travail réel, de la parole et de l'expérience des travailleurs et travailleuses, ça risque d'être catastrophique, ça risque de ne pas se faire du tout. Et donc, il y a aussi un enjeu proprement politique pour les travailleurs et pour les syndicats à porter ça dans le débat public en disant l'écologie, elle doit se construire à partir des réalités du travail. Deux petits éléments que je pourrais peut-être apporter, tu pourras réagir si tu veux derrière, c'est que si on regarde le projet de loi de finances de 2025, celui de l'an dernier, pas celui qui est en train d'être plus ou moins voté dans des conditions très dures cette année, il y a eu une évaluation de la consommation énergétique des bâtiments de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tant mieux. Alors, on a vu qu'elle varie entre 1000 et 2700 kWh par mètre carré par an. La cible de rénovation, c'est de l'ordre de 150 kWh par mètre carré par an. C'est-à-dire, on est de l'ordre de 10 à 15 fois au-dessus de ce qu'on devrait, et les normes sont encore en dessous pour les bâtiments neufs. Donc, faute de rénovation dans l'enseignement supérieur et la recherche, on est amené à consommer beaucoup trop, et on se gèle en hiver, il n'y a pas d'autre mot, et en été, notamment derrière les grandes vitres, dans les bibliothèques ou ailleurs, on crève de chaud littéralement. Donc c'est absolument insupportable. La CGT FacSup, pour sa part, elle va continuer à se battre pour améliorer nos conditions de travail et nos conditions d'études aussi pour les étudiants.
Cela passe en particulier en ce moment par dénoncer la doctrine Born qui vise en fait, à mettre en place des flex office et des open space partout, mais aussi à avoir une vraie campagne de rénovation de l'ensemble du bâti de l'enseignement supérieur de la recherche, qui est très souvent vétuste et qui est quasiment tout le temps inadapté. Voilà. Veux-tu dire un mot ? Pour moi, cette question, elle va complètement dans le sens de cette affirmation. Pas d'écologisation du travail sans écologisation et pas d'écologisation sans démocratisation. On a besoin d'embarquer en fait de concertation, d'expertise à partir des usages de ces bâtiments, de pouvoir discuter entre ceux qui travaillent dans ces bâtiments et ceux qui vont les rénover. Avec les étudiants aussi, c'est toute cette question-là qui est la démocratie du travail, sans laquelle en fait cette rénovation se fera mal. Okay. Et donc, pour moi, cette proposition qui est très importante, elle appelle justement à une démocratie du travail qui permet vraiment une bifurcation écologique. D'accord, merci. Bon, c'est un aspect de bâtiment, il y en a bien d'autres derrière, évidemment. Mais ça demande aussi des moyens financiers, donc une volonté politique. Et là, c'est plus dur. Bon, encore écoute, merci. À bientôt, Alexis. Et à bientôt pour un prochain Syndicat Fait.